Mon gendre m'a envoyé ce message brutal. Nous en avons fini avec vous pour toujours. Ne nous cherchez plus. Ma fille a confirmé, glacial. J'ai simplement souri et répondu, pas de problème. D'un clic, j'ai supprimé leurs 2200 € mensuels, l'appartement haussmannien à Paris, la BMW l'Audi. Quelques semaines plus tard, ils suppliaient devant ma porte, poursuivis par les huissiers et les dépanneurs. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Papa, écoute-moi bien. Thomas et moi, on a vraiment besoin de ce voyage aux Maldives. Tout le monde part en vacances de rêve. Et nous restons coincés ici comme des perdants. Et puis la Tesla. Gabrielle s'est arrêtée, me fixant avec ses yeux qu'elle croyait encore capable de me faire plier. Ces mêmes yeux qui, à 6 ans, m'avaient convaincu d'acheter un poney. Sauf qu'elle avait 40 ans maintenant, et moi, à 67 ans, j'avais développé une certaine immunité aux caprices déguisés en besoins essentiels. Je l'ai regardée depuis mon fauteuil préféré, celui en cuir patiné qui avait survécu à 40 années de notariat et à d'innombrables consultations avec des héritiers cupides. L'appartement sentait le café fraîchement moulu et le vernis ancien des meubles haussmanniens. Par la fenêtre donnant sur l'avenue de Breteuil, le soleil d'octobre dessinait des rectangles dorés sur le parquet. Un moment parfait, vraiment, pour une conversation aussi absurde. Gabrielle, j'ai commencé avec ce calme professionnel qui faisait autrefois trembler les escrocs devant mon bureau. Tu gagnes 2400 € net par mois. Thomas, 3200. Cela fait 5600 € mensuels, plus que suffisant pour vivre correctement. Mais papa, le loyer de 1800 € que je paie, les 2 voitures en leasing, 400 € que je paie également. Sans parler des petits dépannages réguliers. J'ai pris une gorgée de mon Château Margaux 1995. Le vin avait un goût particulièrement satisfaisant ce soir-là. Vous me coûtez 2200 € par mois depuis 8 ans. Cela fait plus de 210 000 €. De quoi acheter un bel appartement. Ailleurs qu'à Paris, certes, mais un appartement quand même. Les chiffres ont toujours eu sur moi un effet apaisant. Précis, implacable, honnête. Contrairement aux gens. Thomas, qui jusqu'alors pianotait sur son téléphone avec cette arrogance décontractée des hommes qui n'ont jamais vraiment travaillé pour ce qu'ils possèdent, a levé les yeux. « Guy, franchement, tu nous fais la morale pour 8500 €? Toi qui as une collection de vins à... Combien déjà? 50 000, 100 000 ?» L'utilisation de mon prénom, pas beau-père, pas même Monsieur Pascal. Guy, comme si nous étions copains de bistrot. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine, une petite pierre froide qui commençait à se former. Ma collection, que j'ai constituée avec l'argent que j'ai gagné, pendant 40 ans. Ma voix restait parfaitement neutre, ce qui, mes anciens clients vous le confirmeraient, n'était jamais bon signe. Et pour répondre à ta question, non, je ne vais pas financer des vacances à 8500 €, ni une Tesla à 65 000 €. Vous gagnez suffisamment pour épargner et vous offrir ce que vous voulez, comme tout le monde. Le silence qui a suivi avait cette qualité particulière des silences précédant les catastrophes. Gabrielle a regardé Thomas. Thomas a regardé Gabrielle. Puis, il s'est levé et j'ai vu passer sur son visage cette expression que je connaissais bien pour l'avoir observée chez tant d'héritiers contrariés. La rage mêlée d'incrédulité face au refus. « Très bien », a-t-il articulé en attrapant sa veste. « Gabrielle, on y va. » Ma fille s'est levée aussi, hésitante. « Papa ?» Gabrielle, l'a coupé Thomas, sa main déjà sur la poignée de la porte. « On a compris. Ton père ne veut plus nous aider. » Et ils sont partis, sans un au revoir. Le claquement de la porte a résonné dans l'appartement vide, se mêlant au tic-tac de l'horloge comtoise héritée de mon père. J'ai fini mon verre lentement, savourant chaque note du vin. Framboise, cuir, une touche de tabac. Exquis. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Nous en avons fini avec vous pour toujours. Ne nous cherchez plus. » Puis, 3 minutes plus tard, un appel de Gabrielle. Voix froide, presque mécanique, comme si elle lisait un texte préparé. « Papa, j'ai bien réfléchi, Thomas a raison. Tu ne penses qu'à toi. On ne veut plus te voir.
ne nous contacte plus. Et elle a raccroché. Je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, le téléphone à la main, regardant l'écran s'assombrir. Quelque part dans ma poitrine, quelque chose craquait. Pas mon cœur, non, plutôt mes dernières illusions sur ma fille. Mais sous le choc, sous cette douleur sourde qui commençait à se frayer un chemin, une autre sensation émergeait, plus froide, plus claire, du soulagement. Et puis, chose étrange, j'ai souri. Un vrai sourire, celui que mes adversaires au tribunal redoutaient. J'ai composé un message très court en réponse. Pas de problème. 2 mots. C'était suffisant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher dans mes favoris, ma banque en ligne, l'accès aux virements automatiques. 40 ans de notariat m'avaient appris une chose essentielle. Les mots blessent, mais les actes transforment. Et j'avais précisément quelques actes en tête. Dehors, Paris s'illuminait pour la nuit. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Quelque part dans cette ville, dans leur appartement que je finançais, Gabriel et Thomas célébraient probablement leur victoire, leur grande déclaration d'indépendance. Ils allaient découvrir très bientôt ce que signifiait vraiment le mot « indépendance ». J'ai pris une autre bouteille dans ma cave, un Pétrus 1982, pour une occasion spéciale. Parce que ce soir marquait le début de quelque chose, pas une fin, un commencement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit absolue. Pas de regret, pas de doute. Juste cette lucidité particulière qui vient après qu'on a pris une décision irrévocable. J'ai préparé mon café, un arabica du Guatemala que je moulais moi-même, et je me suis installé à mon bureau avec une liste. Une liste très précise. Première étape, la banque. J'ai ouvert l'interface de virements automatiques. 3 lignes m'ont sauté aux yeux, 3 lignes que je voyais chaque mois depuis 8 ans, sans vraiment les regarder. Loyer Gabriel Pascal Quentin, 1800 €, actif Leasing BMW série 3, 250 €, actif Leasing Audi. A4, 150 €, actif. Mon doigt a flotté au-dessus de la souris pendant exactement 3 secondes. Puis, j'ai cliqué. Désactiver, désactiver, désactiver. 3 clics. C'était tout ce qu'il fallait pour effacer 8 années de générosité prise pour acquise. La transformation était étrange. Tout mon être de notaire, formé à la prudence, à la réflexion, me criait de revenir en arrière. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 40 ans à démêler les affaires familiales les plus sordides, savait exactement ce qui allait se passer. J'avais vu cette histoire des centaines de fois dans mon étude. Les enfants qui prenaient, jusqu'au jour où le parent fermait le robinet. Sauf que d'habitude, j'étais celui qui conseillait le parent, pas celui qui agissait. Je me suis souvenu du jour où Gabriel avait emménagé dans cet appartement de la rue de Grenelle. C'était il y a 8 ans, juste après son mariage. Elle était venue me voir, rayonnante, me montrant les photos sur son téléphone. « Papa, c'est parfait! 75 mètres carrés dans le 7e, tu te rends compte? Et la cuisine est refaite, et il y a même un petit balcon qui donne sur la cour, et elle s'était arrêtée, son sourire vacillant légèrement. Mais le loyer est un peu élevé, 1800 €. Thomas et moi, on ne peut pas vraiment, enfin, pas tout de suite, mais dans 6 mois, quand Thomas aura sa promotion. La promotion n'était jamais venue. Ou plutôt, elle était venue, mais le loyer était resté un peu trop élevé. Toujours. Juste quelques mois, papa, le temps qu'on se stabilise. Les quelques mois étaient devenus 8 années. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai attrapé mon téléphone. Dans mon répertoire, un nom que je n'avais pas appelé depuis ma retraite. Maître Pierre Arnaud, mon ancien collègue et ami. Enfin, collègue surtout. L'amitié dans notre profession était toujours teintée de prudence professionnelle. « Guy, quelle surprise !» Sa voix avait ce ton jovial qu'il réservait aux clients fortunés. « Comment va la retraite? Tu t'ennuies déjà ?»« Pierre, j'aurais besoin de tes services. Pour revoir certains documents. » J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Tout ce qui concerne ma fille. Donations antérieures, procuration bancaire, testament. Le silence, au bout du fil, s'est chargé de compréhension professionnelle. 40 ans de métier, ça crée des codes.
Je vois. Des complications familiales? Disons que j'ai eu une révélation sur la notion de reconnaissance. Mon ton était léger, presque amusé. Et je souhaite m'assurer que mes dispositions reflètent cette nouvelle compréhension. Très bien, je bloque un créneau mercredi prochain, disons 10 heures. Parfait. Après avoir raccroché, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Paris s'étalait devant moi, gris et or sous le ciel d'automne. Quelque part dans cette ville, à 2 kilomètres exactement, Gabrielle se réveillait dans son appartement douillet, préparait son café avec cette machine Nespresso qu'elle m'avait fait acheter pour son anniversaire, parce que papa, le café-filtre, c'est vraiment has-been, et se préparait pour sa journée à la galerie d'art du Marais. Elle ne savait pas encore, ni elle, ni Thomas. Ils ne le découvriraient que dans 3 semaines, quand les lettres arriveraient. Les fameuses mises en demeure. En France, les propriétaires et les sociétés de leasing avaient des procédures précises. Premier défaut de paiement, relance amiable. Deuxième défaut, mise en demeure avec pénalité. Troisième, procédure judiciaire. Le timing était parfait. J'avais annulé les virements le 8 octobre. Le loyer de novembre ne serait pas payé. Les leasings non plus. Vers le 25 novembre, ils recevraient les premières lettres recommandées. 3 semaines de silence. 3 semaines pendant lesquelles ils croiraient avoir gagné. J'ai ouvert ma cave à vin, descendant les marches de pierre qui menaient à mon sanctuaire personnel. 300 bouteilles, soigneusement cataloguées, certaines valant plus que leur loyer mensuel. Ma main s'est posée sur un Romanée Conti, 1990. Toi qui as une collection de vins à combien déjà? La question de Thomas me revenait, teintée de cette jalousie mesquine qui transparaissait toujours dans sa voix quand il parlait de mes possessions. Comme si le fait que j'ai travaillé 40 ans pour me les offrir les rendait moins légitimes que ces envies immédiates de Tesla et de Maldives. J'ai remonté la bouteille et je l'ai posée sur mon bureau. Elle serait pour mercredi prochain, après ma visite chez Pierre. Une petite célébration privée. Mon téléphone a vibré. Un message de mon club de dégustation, le club des amateurs de grands crus. Une vente aux enchères samedi prochain. Quelques lots intéressants de Bourgogne. J'ai souri. Oui, j'irai. J'avais soudain du budget supplémentaire. 2200 € par mois, pour être précis. Dehors, un couple passait dans la rue, riant, leurs mains entrelacées. Jeunes, insouciants. J'ai pensé à Gabrielle et Thomas, à leur visage, quand ils recevraient les lettres. À leur incrédulité. À leur panique progressive. À ce moment précis où ils comprendraient que j'avais vraiment dit « pas de problème » et que je le pensais. Dans 3 semaines, exactement. J'ai levé mon verre de café vers la fenêtre, vers Paris, vers cette ville où ma fille dormait encore tranquillement dans son appartement payé par papa. « À votre indépendance, mes enfants », j'ai murmuré. « Profitez-en bien. » 2 semaines se sont écoulées dans un silence absolu. 2 semaines pendant lesquelles j'ai découvert quelque chose de fascinant, la liberté. Une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années, peut-être même depuis la mort de ma femme. Plus de coups de fil désespérés de Gabrielle me suppliant de dépanner Thomas après un achat impulsif. Plus de déjeuner du dimanche où je jouais le rôle du distributeur automatique de billets souriant. Plus de cette tension permanente dans mes épaules, cette attente du prochain « Papa, j'aurais besoin de… » Le samedi matin, j'ai retrouvé mon ami Antoine au marché de la rue de Breteuil. Antoine Moreau, collectionneur de vins comme moi, 63 ans, divorcé 2 fois, aucune illusion sur la nature humaine. Nous nous sommes promenés entre les étals de fromages et de légumes, le soleil d'octobre dessinant des ombres dorées sur les pavés. « Guy, tu as une mine splendide !» a-t-il observé en soupçant un camembert. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rencontré quelqu'un ?» J'ai souri. « En quelque sorte, j'ai rencontré la paix. » Je lui ai raconté l'histoire. Pas tous les détails, pas encore, mais l'essentiel. Sa réaction a été immédiate et réconfortante. « Ah, ils t'ont dit quoi? Nous en avons fini avec vous pour toujours ?» Il a éclaté de rire, un rire grave qui a fait se retourner plusieurs passants. « Mon pauvre Guy, ils se sont tirés une balle dans le pied avec un fusil de chasse. » J'attends de voir leur réaction quand ils recevront les lettres.
Les lettres? Antoine m'a regardé avec cette lueur de compréhension malicieuse. Tu as coupé les vivres? Disons que j'ai respecté leur souhait d'indépendance. Nous avons continué notre marché, discutant de Bordeaux et de Bourgogne, de tanins et de millésimes. Une conversation normale, apaisante. Antoine ne m'a pas jugé, il comprenait. Dans notre génération, on avait appris une chose, le respect se mérite. Même, surtout qu'en famille. Le mercredi suivant, j'ai rencontré maître Pierre Arnaud dans son étude de la rue du Bac. Son bureau sentait le cuir ancien et le papier vieilli, cette odeur réconfortante des cabinets notariaux où le temps semble s'écouler plus lentement. Pierre avait sorti un dossier épais, marqué « Pascal, disposition familiale ». « Alors Guy » a-t-il commencé en feuilletant les documents. « Voyons ce que nous avons. Une donation partage établie en 2018, une procuration bancaire datant de 2019 et ton testament de 2020. » Il a levé les yeux vers moi, son regard professionnel mais pas dénué de sympathie. « Tu veux tout revoir ?»« Absolument tout. » Pendant 1 heure, nous avons épluché chaque document. La donation que j'avais faite à Gabriel, 50 000 € pour l'aider à démarrer sa vie de couple. La procuration qui lui donnait accès à mes comptes en cas d'urgence. Le testament qui lui laissait tout, naturellement, puisqu'elle était mon unique enfant. La réserve héréditaire, a expliqué Pierre, lui garantit la moitié de ta succession. C'est la loi. Mais l'autre moitié, la quotité disponible, tu peux en disposer librement. J'ai hoché la tête. 40 ans de notariat m'avaient appris ces subtilités par cœur. Mais les entendre appliquer à ma propre situation leur donnait une saveur particulière. « Et l'usufruit ?» ai-je demandé. Pierre a souri. Un sourire qui m'a rappelé pourquoi nous étions devenus collègues, puis amis. Nous pensions de la même manière. L'usufruit est un outil magnifique, Guy. Tu gardes l'usage et les revenus de tes biens jusqu'à ta mort. Elle hérite de la nue propriété, le titre de propriété sans pouvoir en jouir. Elle ne peut ni vendre, ni louer, ni même habiter. Il a fait une pause. Légale, parfaitement légale. Pendant ce temps, à 3 kilomètres de là, dans leur appartement de la rue de Grenelle que je ne finançais plus, Gabriel et Thomas vivaient leur vie. J'imaginais leur conversation, leur ricanement sur le vieux, qui allait sûrement rappeler, s'excuser, supplier de les revoir. Thomas avait probablement raconté l'histoire à ses collègues, se vantant d'avoir remis à sa place son beau-père trop radin. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que pendant qu'ils célébraient leur victoire imaginaire, les lettres recommandées étaient en route. Les propriétaires et les sociétés de leasing suivaient leur procédure. Implacable, mécanique, légale. En quittant l'étude de Pierre, je me suis arrêté au Cave Legrand, ma vinothèque préférée. J'ai acheté une bouteille de Pétrus 2000, 1200 €, l'équivalent de presque 3 mois de leurs leasings automobiles. La vendeuse qui me connaissait depuis des années a emballé la bouteille avec soin. « Pour une occasion spéciale, monsieur Pascal ?»« On peut dire ça, » ai-je répondu en souriant. Une nouvelle page qui se tourne. En rentrant chez moi, marchant lentement dans les rues du 7e arrondissement, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. J'étais curieux. Curieux de voir comment ils allaient réagir. Curieux de découvrir s'il leur restait un soupçon de dignité sous toutes ces couches d'arrogance et de cupidité. Le soir tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient aux fenêtres. Des familles rentraient chez elles, fatiguées mais ensemble. J'ai pensé à Gabrielle petite, à sa main dans la mienne quand nous marchions dans ces mêmes rues, à ses rires, à ses rêves. Puis j'ai pensé à la femme qu'elle était devenue, à ce « ne nous contacte plus » prononcé d'une voix aussi froide que si elle parlait à un démarcheur téléphonique. Et j'ai compris que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser tomber, pour qu'il apprenne, pour qu'il grandisse, pour qu'il comprenne enfin que l'argent ne pousse pas sur les arbres et que le respect n'est pas optionnel. Les lettres arriveraient dans 1 semaine environ. J'avais hâte. 3 semaines après notre dernière conversation, mon téléphone a vibré un mardi matin. Un message de Gabriel. Mon cœur a eu un raté, un réflexe paternel stupide,
avant que je lise le contenu. « Papa, il y a une erreur avec le loyer. Tu peux vérifier ?» Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » après que je t'ai dit de ne plus nous contacter. Juste une demande transactionnelle, comme on s'adresse à un prestataire de service défaillant. J'ai souri et reposé le téléphone sans répondre. 10 minutes plus tard, un appel. Je n'ai pas décroché. Puis un autre. Et encore un autre. Puis des messages, de plus en plus paniqués. « Papa, réponds s'il te plaît. Il y a un problème avec la banque. On a reçu des lettres bizarres. Papa, c'est urgent. » Je sirotais mon café en les regardant s'accumuler sur l'écran. Un arabica du Guatemala particulièrement savoureux ce matin-là. Les messages arrivaient maintenant de Thomas aussi. « Guy, on doit parler. C'est important. Appelle-moi. » L'évolution du ton était fascinante, de la confusion à l'inquiétude, de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. J'ai ouvert mon ordinateur et vérifié mes comptes bancaires. Tout était en ordre. Aucun virement automatique pour novembre. Mes économies grossissaient tranquillement, enrichies de ces 2200 € mensuels qui ne partaient ni plus dans le trou noir de leur train de vie. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. « Papa !» La voix de Gabriel était aiguë, presque hystérique. « Qu'est-ce qui se passe ? Le propriétaire dit qu'on lui doit 1800 € plus 90 € de pénalité. Et la société de leasing aussi, il réclame 400 €. On a reçu des mises en demeure. » « Mises en demeure », ai-je répété calmement. « C'est ennuyeux. »« Papa, c'est sérieux. Il menace de résilier les contrats, de nous expulser. » « Gabriel, » j'ai dit avec cette voix professionnelle que j'utilisais autrefois pour expliquer les réalités juridiques aux clients récalcitrants. « Tu te souviens de notre dernière conversation ?» Un silence, puis « Quoi, mais c'était juste. » Thomas était énervé, il ne pensait pas vraiment. « Nous en avons fini avec vous pour toujours, » ai-je cité avec précision. « C'est ce qu'il a écrit. Et tu as confirmé. Ne nous contacte plus, tu as dit. Je respecte vos souhaits. Mais papa, on ne peut pas, on n'a pas l'argent, 2200 € d'un coup. » C'est étrange, ai-je observé en examinant mes ongles. C'est exactement la somme que je dépensais pour vous chaque mois, comme si vous n'aviez jamais vraiment été indépendant. J'ai entendu Thomas en arrière-plan, sa voix furieuse. « Laisse-moi lui parler. »« Papa, Thomas veut te parler. »« Non. » J'ai prononcé ce mot avec une satisfaction que je ne cherchais même pas à dissimuler. « Vous vouliez en finir avec moi pour toujours ? Très bien. Vivez votre vie. Sans moi. » Et j'ai raccroché. Les appels ont continué toute la journée. J'ai bloqué leur numéro temporairement, le temps de savourer ma tranquillité. J'avais rendez-vous l'après-midi avec maître Jacques Beaumont, un avocat spécialisé en droit de la famille, que Pierre m'avait recommandé. Son cabinet se trouvait près de la place des Vosges, dans un de ces immeubles anciens où chaque marche d'escalier craque avec dignité. Beaumont avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants impeccablement coiffés et cette élégance discrète des avocats parisiens prospères. « Monsieur Pascal, il a commencé après les formalités d'usage. Maître Arnaud m'a mis au courant de votre situation. Voyons ce que nous pouvons faire. » Il a ouvert un dossier vierge et a commencé à prendre des notes pendant que je racontais. Pas tout, jamais tout, mais les éléments essentiels. Les 8 années de financement, le message insultant, ma décision. La question, a-t-il dit en posant son stylo, est de savoir jusqu'où vous voulez aller. Civilement, vous n'avez aucune obligation de les soutenir financièrement. Ils sont adultes, ils travaillent. Il a marqué une pause. Mais nous pourrions aussi envisager des mesures préventives. Préventives ? Révoquer les donations antérieures, annuler les procurations, modifier votre testament. Son regard était neutre, professionnel. Tout cela est parfaitement légal si vous estimez que les bénéficiaires ont manqué à leurs obligations morales. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la validation. La loi française, a-t-il continué, protège les enfants via la réserve héréditaire. Votre fille héritera obligatoirement de la moitié de votre patrimoine. Mais l'autre moitié,
un sourire discret. L'autre moitié, vous en faites ce que vous voulez. Nous avons parlé pendant 2 heures des testaments, des fondations caritatives, de l'usufruit et de la nue propriété. De ces instruments juridiques magnifiques qui permettent de respecter la lettre de la loi tout en subvertissant l'esprit. En quittant son cabinet, j'ai marché jusqu'à la Seine. Le soleil de novembre déclinait, transformant l'eau en or liquide. J'ai pensé à Gabriel et Thomas, probablement en train de paniquer, d'appeler des amis pour emprunter de l'argent, de découvrir que leurs amis avaient étrangement d'autres priorités quand il s'agissait de prêter 2000 €. Mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. « Alors les lettres sont arrivées ?»« Oui, ai-je répondu. Le spectacle commence. Ce soir-là, j'ai ouvert la bouteille de Pétrus achetée quelques jours plus tôt. Le vin était sublime, dense, velouté, avec des notes de truffes et de fruits noirs. Chaque gorgée valait son prix. J'ai pensé à ce que m'avait dit Beaumont sur la révocation des donations, sur les modifications testamentaires, sur toutes ces possibilités légales qui s'ouvraient devant moi comme un menu gastronomique devant un gastronome affamé. Gabriel et Thomas avaient voulu la guerre. Ils allaient découvrir que 40 ans de notariat m'avaient appris à me battre. Pas avec des crises ou des insultes. Avec des documents, avec la loi. Avec cette froideur méthodique qui transforme la justice en art. Et le plus beau, tout serait parfaitement légal. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, vers Paris illuminé, vers quelque part dans cette ville où ma fille découvrait le prix de l'arrogance. « Santé », ai-je murmuré. Que la leçon commence. Le lendemain soir, vers 19 h, l'interphone a sonné. J'étais confortablement installé dans mon fauteuil, un verre de Château Margaux 1995 à la main. Par la fenêtre, Paris s'illuminait doucement, les réverbères créant des halos dorés dans la brume de novembre. J'ai jeté un œil à l'écran vidéo de l'interphone. Gabriel et Thomas. Debout devant la porte d'entrée de l'immeuble, l'air défait. Ma fille avait les yeux rouges gonflés par les larmes. Thomas se tenait à côté d'elle, les épaules voûtées, cette arrogance qui le caractérisait si bien totalement absente. J'ai siroté mon vin tranquillement, un Margaux exceptionnel. Note de violette, de graphite, une finale interminable. J'ai attendu qu'il sonne une 2e fois avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone. « Ouais, papa !» La voix de Gabriel était brisée, suppliante. « Papa, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Je croyais que nous en avions fini pour toujours. « Papa, on s'est trompé. Thomas s'est emporté, je n'aurais jamais dû. » Thomas a pris le relais, sa voix étonnamment humble. « Guy, monsieur Pascal, écoutez, on a fait une erreur, une grosse erreur. On peut monter, juste 5 minutes, s'il vous plaît. » J'ai regardé l'écran. Gabriel tremblait légèrement. Thomas avait les mains dans les poches, la tête baissée. Il faisait peine à voir, vraiment. 2 enfants gâtés découvrant soudain que les jouets ont un prix. Non. Papa. Vous vouliez être indépendant, vous l'êtes. Profitez-en. Mais les lettres, le propriétaire, les voitures, papa, on ne peut pas payer tout ça d'un coup. J'ai pris une autre gorgée de vin. Délicieux. C'est étrange, c'est pourtant la somme exacte que je dépensais pour vous chaque mois. Vous devriez pouvoir vous le permettre. On n'a pas 2000 € d'économie, on vit au jour le jour. Ah, j'ai laissé un silence s'installer. Et les Maldives, et la Tesla, vous aviez l'argent pour ça? Thomas a explosé soudain, sa vraie nature refaisant surface. Mais bordel, Guy, c'est quoi ce jeu? Tu nous coupes les vivres comme ça sans prévenir. Thomas, j'ai dit avec une douceur glaciale, je te rappelle que tu m'as écrit « Nous en avons fini avec vous pour toujours ». Mot pour mot, j'ai le message. Je peux te le transférer si ta mémoire est défaillante. Silence à l'interphone. Puis, la voix de Gabriel, très petite, « Papa, je t'en supplie, on s'excuse, vraiment. On était stupides, arrogants, méchants. Tu as raison, on s'est comporté comme des enfants pourris gâtés. » J'ai fermé les yeux un instant. Cette phrase dans sa bouche me faisait quelque chose. Une petite fissure dans mon armure. Mais j'ai repensé à son « ne nous contacte plus » à ce ton glacial, et la fissure s'est refermée. Gabriel, tu es ma fille, et je t'aime.
Mais l'amour n'est pas un distributeur automatique de billets. J'ai marqué une pause. Thomas a été très clair. Vous en avez fini avec moi. Très bien, j'accepte. Vivez votre vie, sans moi. Papa, non. Bonsoir, Gabriel. J'ai coupé l'interphone. Ils ont continué à sonner pendant 10 minutes, puis 15, puis 20. Je les regardais sur l'écran, alternant supplication et, de la part de Thomas, explosion de rage. À un moment, il a donné un coup de pied dans la porte. Mon voisin du deuxième, M. Bertrand, est sorti et leur a demandé de partir. Thomas a voulu discuter, mais Gabriel l'a tiré par le bras. Je les ai regardés s'éloigner dans la rue, deux silhouettes courbées sous le poids de leurs problèmes tout neufs. Gabriel pleurait, Thomas gesticulait, sans doute en m'injuriant. J'ai fini mon verre et je suis allé dans ma cave chercher une autre bouteille. Un Romanée Conti 1999. Parce que ce soir méritait quelque chose d'exceptionnel. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Pierre. Pas dans son étude cette fois, mais dans celle de maître Jean Moreau, un notaire spécialisé dans les structures patrimoniales complexes. Son bureau se trouvait place de la Sorbonne, dans un immeuble du XVIIIe siècle, au plafond haut et aux boiseries sombres. « Guy !» Pierre m'a accueilli chaleureusement. « Je te présente Jean. Jean, voici Guy Pascal, dont je t'ai parlé. » Maître Moreau avait la soixantaine, des lunettes rondes, et cette autorité tranquille des notaires qui ont vu passer des fortunes entières. Nous nous sommes installés autour d'une table couverte de dossiers. « Monsieur Pascal, » a commencé Moreau, « Pierre m'a exposé votre situation. Voyons ce que nous pouvons faire pour optimiser votre succession. Pendant 2 heures, nous avons construit, non, sculpté, une architecture juridique d'une beauté froide. La réserve héréditaire pour Gabriel, 50%, intouchable par la loi. Mais les 50 autres pourcents, ah, ces 50%. Une fondation, a suggéré Moreau. Pour l'enfance en difficulté, peut-être? Parfait. L'usufruit sur tous vos biens immobiliers. L'appartement parisien, la maison en Provence, vous le conservez à vie, madame votre fille héritera de la nue propriété. Ce qui signifie qu'elle sera propriétaire sur le papier, mais ne pourra ni vendre, ni louer, ni même habiter sans votre accord. Et après votre décès, si vous avez bien structuré les choses, un sourire discret. La quotité disponible peut avoir des destinations très stratégiques. J'ai signé les documents ce jour-là. L'acte de révocation des donations antérieures, l'annulation de la procuration bancaire, le Nouveau Testament. Chaque signature résonnait comme un clou dans un cercueil. Ils vont recevoir notification sous 15 jours, m'a informé Pierre en me raccompagnant. Par huissier. Parfait. En sortant de l'étude, j'ai marché jusqu'au Luxembourg. Le jardin était presque vide en cette fin d'après-midi de novembre. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les allées. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé les enfants jouer près de la fontaine. Gabrielle avait joué ici, petite. Je la menais le mercredi. Elle adorait les bateaux miniatures qu'on poussait avec des bâtons dans le bassin. Quand était-elle devenue cette femme cupide et froide? Ou peut-être... Peut-être l'avais-je trop gâtée, transformée en ce qu'elle était devenue. Ces questions n'avaient plus d'importance maintenant. Les dés étaient jetés, les documents signés, la machine juridique en marche. Dans 2 semaines, Gabriel recevrait une lettre qui changerait tout, et ce ne serait que le début. 15 jours plus tard, un jeudi matin, mon téléphone a explosé. Gabriel, 10 appels manqués en l'espace de 20 minutes, puis Thomas, puis encore Gabriel. Les messages affluaient, de plus en plus frénétiques. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Appelle-moi immédiatement. Papa, je ne comprends pas. Un huissier est venu chez nous. Révocation de donation? Papa répond bordel. » J'ai laissé mon café refroidir en les lisant tranquillement. Chaque message était plus désespéré que le précédent. Je pouvais presque voir leur visage, sentir leur panique croissante. J'ai attendu midi pour rappeler. Gabriel a décroché à la première sonnerie. « Papa, enfin, qu'est-ce que c'est que ce document? »« Bonjour Gabriel, je vais bien, merci de demander. »« Papa, c'est pas le moment de... » Elle s'est arrêtée, a pris une grande inspiration. « Pardon, bonjour papa, comment vas-tu? »« Mieux que toi apparemment. »
Papa, sa voix s'est brisée. Il y a un acte notarié, l'huissier l'a remis ce matin. Il dit que tu as révoqué toutes les donations que tu m'avais faites. C'est exact. Mais pourquoi? Gabriel, quand on dit à quelqu'un « Nous en avons fini avec vous pour toujours », il est logique de régler les comptes. Papa, les 50 000 € que tu m'avais donnés pour le mariage étaient une donation conditionnée au maintien de relations familiales normales. Ces relations ont été rompues. De votre fait, la donation est donc révoquée. J'entendais Thomas en arrière-plan, sa voix montant dans les aigus. « Quoi? Il peut pas faire ça, c'est illégal !» Thomas pense que c'est illégal, a relayé Gabriel d'une voix blanche. Thomas se trompe. Maître Moreau, le notaire qui a établi l'acte, sera ravi de lui expliquer les subtilités du droit français. J'ai fait une pause. Mais ce n'est pas tout, Gabriel. Pas tout? La procuration que tu avais sur mes comptes bancaires est également annulée. Effective immédiatement. Le silence qui a suivi était si complet que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu un sanglot étouffé. Papa, la maison de Provence. Oui? Tu avais promis qu'elle me reviendrait un jour. Elle te reviendra. J'ai laissé l'espoir s'installer. En partie. En partie? La réserve héréditaire française te garantit 50% de ma succession. C'est la loi. Je ne peux pas y déroger même si je le voulais. J'ai attendu. Les autres 50%, par contre, papa, non, iront à une fondation pour l'enfance en difficulté. J'ai signé les documents hier. Un hurlement, littéralement. Gabriel a hurlé, puis Thomas a arraché le téléphone. Espèce de vieux salaud. Sa voix était méconnaissable, déformée par la rage. Tu nous punis parce qu'on a osé te dire non, parce qu'on refuse de vivre à tes crochets? Thomas, j'ai dit avec un calme olympien, vous vouliez l'indépendance. Je vous l'offre, pleinement, totalement. Va te faire. Et il y a autre chose, l'usufruit. Il s'est tu brusquement. Quoi? L'usufruit sur tous mes biens immobiliers, l'appartement à Paris, la maison en Provence, reste à mon nom, à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous hériterez, vous n'aurez que la nue propriété, le titre de propriété sans le droit d'usage. J'ai savouré chaque mot. Vous ne pourrez ni vendre, ni louer, ni même habiter ces biens tant que je serai en vie. Il cherchait ces mots, suffocants presque. C'est légal, ça? Absolument. Demandez à n'importe quel notaire. L'usufruit et la nue propriété sont des concepts fondamentaux du droit français. Gabriel avait repris le téléphone. Elle pleurait maintenant ouvertement. Papa, je t'en supplie, on est désolé. On fera tout ce que tu veux. Vous aurez votre part légale, Gabriel. 50%. Comme le prévoit la loi française pour protéger les enfants. Ma voix était aussi froide que la glace. Mais je décide librement du reste. Et j'ai décidé. La maison de Provence, elle sanglotait. Toutes mes vacances d'enfant, tous les étés. Papa, c'est mes souvenirs. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose vaciller en moi. La maison de Provence. Elle avait raison. C'était là qu'elle avait grandi, vraiment. C'était là que sa mère était morte. Mais je me suis souvenu de sa voix glaciale. Ne nous contacte plus. Les souvenirs, Gabriel, ne se vendent pas et ne s'hypothèquent pas. Ils restent avec toi. La maison, elle, est un bien patrimonial. Et les biens patrimoniaux obéissent à la loi. Tu ne peux pas être aussi cruel. Cruel? J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Vous vouliez en finir avec moi pour toujours. J'arrange simplement les choses pour que cette séparation soit nette, juridiquement parlant. Papa, les documents sont signés, Gabriel, enregistrés, irrévocables. J'ai marqué une pause. Vous vouliez votre indépendance. Vous l'avez. Maintenant assumez. Et j'ai raccroché. Mon téléphone a continué à vibrer pendant des heures. Messages, appels, encore et encore. Je les ai tous ignorés. Le soir, j'ai ouvert une bouteille de Château d'Yquem 1997. Un sauterne extraordinaire, doux, complexe, une finale qui n'en finissait pas. Exactement comme la leçon que je venais d'administrer. J'ai repensé au visage que je n'avais pas vu mais que je pouvais parfaitement imaginer. Gabriel, blême,
les yeux rouges. Thomas, livide de rage impuissante. Leur monde, leur petit monde confortable financé par papa, s'écroulait. Et quelque part, sous la satisfaction, sous ce sentiment de justice rendue, il y avait une petite douleur, mais pas de regret, parce que ce n'était pas fini, loin de là. Il me restait encore quelques surprises, quelques documents dans mes tiroirs, quelques dispositions que même Pierre ne connaissait pas encore. La maison de Provence, justement. J'ai souri en regardant Paris scintiller dans la nuit. Ils allaient découvrir qu'il y a des choses pires que de ne pas pouvoir vendre un bien, comme découvrir qu'on ne le contrôlera jamais, même en l'héritant. 3 semaines plus tard, j'ai appris par Antoine que Gabriel et Thomas essayaient désespérément d'emprunter de l'argent. Ils avaient fait le tour de leurs amis, de leurs collègues, même de connaissances lointaines. Personne ne voulait leur prêter 2000 €. Fascinant, cette façon dont les gens sentent instinctivement les situations perdantes. « Il raconte à tout le monde que tu es devenu fou », m'a informé Antoine autour d'un verre au café de Flore, « que tu les punis injustement, que tu es sénile. » J'ai souri. « Sénile ? Intéressant. Ils vont avoir du mal à prouver ça devant un juge. Tu penses qu'ils vont aller jusque-là ? Thomas, sans aucun doute, il est le genre d'homme qui préfère perdre en se battant plutôt que d'admettre qu'il a eu tort. » J'avais raison. 1 semaine après, j'ai reçu une convocation. Le propriétaire de leur appartement avait déposé une requête d'expulsion. Gabriel et Thomas n'avaient toujours pas payé les arriérés de loyer. 2 mois maintenant. 3 600 € plus les pénalités. Mais ce n'était pas tout. Le même jour, j'ai reçu un appel de mon banquier, Monsieur Dulac, un homme que je connaissais depuis 15 ans. Monsieur Pascal. Sa voix était embarrassée. J'ai reçu une demande inhabituelle. Votre gendre, Monsieur Quentin, a tenté d'obtenir un prêt en se portant garant de vos comptes. J'ai failli lâcher mon téléphone. Il a fait quoi? Il prétendait avoir une procuration. Nous avons évidemment vérifié. La procuration a été révoquée. Nous avons refusé, bien entendu. Une pause. Monsieur Pascal, je me permets de vous conseiller de changer tous vos codes d'accès. J'ai remercié Dulac et raccroché, une rage froide montant en moi. Thomas avait essayé d'utiliser mes comptes. Mes comptes. L'audace dépassait l'entendement. Le surlendemain, la situation a empiré. Ou amélioré selon le point de vue. J'ai vu depuis ma fenêtre une scène qui valait tous les tableaux du Louvre. 2 dépanneurs garés devant leur immeuble, rue de Grenelle. Les sociétés de leasing venaient récupérer les voitures. Je m'étais habillé et j'étais sorti, marchant tranquillement jusqu'à leur rue. De loin, discret derrière un Porsche, j'ai observé. Thomas argumentait avec les dépanneurs, gesticulant, sa voix portant dans la rue tranquille. Gabriel se tenait à l'écart, le visage enfoui dans ses mains. Les voisins regardèrent depuis leurs fenêtres, Madame Fontaine du 3e, Monsieur Bernard du 5e. Tout le quartier assistait à leur humiliation. La BMW de Gabriel a été chargée la première. Puis, l'Audi de Thomas. Il a crié quelque chose, un dernier sursaut de rage impuissante. Le dépanneur a haussé les épaules. Professionnel. Indifférent. Je suis rentré chez moi, une satisfaction étrange au creux du ventre. Pas de la joie, exactement. Plutôt cette sensation très française qu'on appelle la satisfaction du devoir accompli. Le soir même, mon téléphone a sonné. Gabriel. J'ai hésité puis décroché. Papa, elle sanglotait. Papa, ils ont pris les voitures. Devant tout le monde. Les voisins ont tout vu. Je sais. Tu étais là? J'étais dans le quartier. Un silence, puis, comment peux-tu être aussi cruel? Cruel? J'ai laissé le mot flotter entre nous. Gabriel, tu m'as dit de ne plus te contacter. J'ai respecté ta volonté. Thomas a écrit qu'il en avait fini avec moi pour toujours. J'ai accepté. Maintenant, vous découvrez ce que signifie vraiment l'indépendance. On n'a plus de voiture. Comment je vais aller au travail? Le métro, comme des millions de Parisiens. Le métro? Sa voix était montée dans les aigus, incrédule. Papa, je ne peux pas. Si, tu peux. Tu as 2 jambes, un passe Navigo. Le métro fonctionne très bien. Thomas a arraché le téléphone. Guy, écoute-moi bien, on va te poursuivre en justice. Mon avocat dit qu'on peut te faire condamner pour abandon de famille. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, celui qui vient du ventre.
Abandon de famille? Thomas, tu as 38 ans, Gabriel 35. Vous gagnez 5 600 € par mois à vous deux. Quel tribunal dira que je vous abandonne? Tu nous as coupé les vivres sans prévenir. Je vous ai respecté. Vous vouliez être indépendant. Vous l'êtes. J'ai marqué une pause. Et Thomas, ton petit tour à ma banque? Essayer d'obtenir un prêt sur mes comptes? Tu savais que c'est une tentative d'escroquerie? Silence au bout du fil. Puis le déclic. Il avait raccroché. J'ai ouvert une bouteille ce soir-là. Un Pomerol 1998. Généreux, velouté, avec cette profondeur que seuls les grands vins possèdent. Chaque gorgée était une célébration. Mais sous la satisfaction, il y avait autre chose. Une petite voix qui murmurait « C'est ta fille, elle pleure, elle souffre ». Je l'ai fait taire avec une autre gorgée de vin, parce que c'était aussi ma fille qui m'avait dit « Ne nous contacte plus » avec cette froideur glaciale. Ma fille qui avait passé 8 ans à prendre sans jamais dire merci. Ma fille qui avait laissé son mari m'insulter, me mépriser, sans jamais prendre ma défense. Non, je n'allais pas flancher maintenant. La leçon continuait, et elle était loin, très loin d'être terminée. 15 jours s'étaient écoulés depuis la confiscation des voitures, quand j'ai reçu un appel de maître Pierre Arnaud. « Guy, ils ont engagé un avocat, maître Rousseau. Tu le connais ?» Je connaissais. Olivier Rousseau, 45 ans, costume Lanvin, cabinet près de l'Opéra. Spécialisé dans les conflits familiaux. Redoutable. Qu'est-ce qu'il prépare? Une action en justice. Ils veulent faire annuler la révocation des donations. Ils invoquent l'abus de droit. Pierre a fait une pause. Guy, ils demandent aussi une expertise psychiatrique. Mon sang s'est glacé. Une expertise psychiatrique? Pour prouver que tu n'étais pas en pleine possession de tes facultés lors de la signature des actes. Insanité d'esprit, abus de faiblesse. J'ai fermé les yeux. Intelligent. C'était pervers, mais intelligent. Si un médecin déclarait que j'étais sénile, diminué, tous les actes signés pouvaient être annulés. Pierre, j'ai besoin de maître Beaumont, tout de suite. Je l'appelle. 2 heures plus tard, j'étais dans le cabinet de Jacques Beaumont, place des Vosges. Il a lu la requête de Rousseau, son visage impassible. « Il tente le tout pour le tout », va-t-il commenter en posant les documents. « L'expertise psychiatrique est leur seule chance. S'ils prouvaient que vous étiez diminué, mais je ne le suis pas. » Je sais, un sourire. C'est pourquoi nous allons contre-attaquer, durement. Le lendemain, Beaumont avait organisé un rendez-vous avec le docteur Martin Lefebvre, psychiatre expert agréé par les tribunaux. Son cabinet sentait le cuir et les livres anciens. Lefebvre avait 60 ans, des lunettes fines, une barbe grise soigneusement taillée. Il m'a fait passer une batterie de tests. MMSE, test de l'horloge, évaluation cognitive complète. J'ai répondu à des questions sur la date, le lieu, effectué des calculs mentaux, recopié des figures géométriques. Pendant 2 heures, il m'a sondé, observé, analysé. Monsieur Pascal, a-t-il conclu en retirant ses lunettes, vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. Votre score au MMSE est de 30 sur 30. Parfait. Aucun signe de déclin cognitif, aucune trace de confusion ou de trouble mnésique. Vous allez le certifier par écrit? J'établis un rapport circonstancié dès aujourd'hui. Il a souri légèrement. Votre gendre va être déçu. Beaumont a déposé le rapport médical au tribunal dans les 24 heures. Mais il n'a pas attendu. Il a également déposé une plainte contre Thomas pour tentative d'escroquerie à la banque avec tous les relevés fournis par M. Dulac. Maintenant, on contre-attaque, m'a-t-il dit au téléphone, sa voix satisfaite. Ils veulent la guerre juridique? Ils vont l'avoir. La semaine suivante, l'audience préliminaire. J'étais dans la salle d'attente du tribunal, costume gris, cravate sobre. Gabriel et Thomas sont arrivés avec maître Rousseau. Ma fille avait maigri, des cernes profonds sous ses yeux. Thomas avait le teint gris, les traits tirés. Rousseau était exactement comme je l'imaginais. Costume impeccable, attaché-case en cuir, cette assurance des avocats qui gagnent souvent. Il m'a salué d'un hochement de tête professionnel. Monsieur Pascal. Maître. Gabriel n'a pas osé me regarder. L'audience a été brève. Le juge Mercier,
Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris-fer, a écouté les arguments de Rousseau pendant 15 minutes. Abus de droit. Révocation injustifiée. Rupture brutale du soutien familial. Demande d'expertise psychiatrique. Puis Beaumont s'est levé. Sa réponse a été cinglante. « Madame la juge, mon client a 67 ans et est en pleine possession de ses facultés. Voici le rapport du docteur Lefebvre, expert agréé. » Il a déposé le document. Mon client a été insulté, méprisé, rejeté par sa fille et son gendre. Il a simplement cessé de financer un mode de vie qu'ils ne peuvent pas s'offrir. C'est son droit le plus strict. Mais la brutalité de la rupture, a commencé Rousseau. Brutalité? Beaumont a sorti son téléphone. Voici le message de Monsieur Quentin. Nous en avons fini avec vous pour toujours. Ne nous cherchez plus. Puis l'appel de Madame Pascal, confirmant la rupture. Ils ont rompu, pas lui. Il a simplement accepté leur décision. Le juge a lu le rapport médical, longuement, puis elle a retiré ses lunettes. La demande d'expertise psychiatrique est rejetée. Le rapport du docteur Lefebvre est clair et convaincant. Elle a regardé Gabriel et Thomas. Quant à la révocation des donations, elle est parfaitement légale. Monsieur Pascal n'a aucune obligation légale de soutenir financièrement des adultes capables de travailler. Rousseau a tenté une dernière salve. Mais Madame la juge, la réserve héréditaire. La réserve héréditaire sera respectée. Maître Beaumont l'a confirmé. Madame Pascal héritera de 50% de la succession conformément à la loi. Le reste relève de la quotité disponible dont Monsieur Pascal dispose librement. Elle a frappé son marteau. Demande rejetée. Le silence dans la salle était absolu. Gabriel s'est mis à pleurer. Thomas a serré les poings, son visage cramoisi. Rousseau a rangé ses documents, professionnel malgré la défaite. Dehors, sur les marches du palais de justice, Beaumont m'a serré la main. Victoire totale, ils ne peuvent plus rien. Merci Jacques. Attention toutefois, son regard s'est fait sérieux. Les gens désespérés font des choses désespérées. Ils pourraient tenter autre chose. J'ai hoché la tête. J'étais fatigué soudain. Fatigué de cette guerre. Fatigué de voir ma fille pleurer. Fatigué d'être le méchant de l'histoire alors que j'étais celui qu'on avait rejeté. Mais je n'allais pas abandonner. Parce qu'il me restait une dernière carte à jouer. La maison de Provence. La maison où Gabriel avait passé tous les étés de son enfance. Et cette carte allait faire très très mal. Un mois s'est écoulé depuis l'audience. Un mois pendant lequel Gabriel et Thomas ont dû affronter une réalité que je leur avais soigneusement préparée. Les voitures confisquées, l'appartement perdu, le déménagement vers le 19e arrondissement dans un 2 pièces de 45 mètres carrés qui coûtait toute leur capacité d'emprunt. Puis, un samedi après-midi, la sonnette a retenti, l'interphone a crépité. La voix de Gabriel, mais différente cette fois, pas suppliante, pas désespérée, juste fatiguée. Papa, c'est moi. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir, mais je t'ai écrit une lettre. Je voudrais juste te la donner, en personne, s'il te plaît. J'ai regardé l'écran. Elle était seule, pas de Thomas. Elle tenait une enveloppe blanche et un bouquet de tulipes, mes préférées, détail qu'elle n'avait pas oublié. Son visage avait changé, plus mince, plus âgé. Les 3 mois écoulés avaient laissé leur marque. J'ai hésité. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Elle est montée lentement. Quand j'ai ouvert la porte, elle a tendu les fleurs sans un mot. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'y avais pas vu depuis des années. De l'humilité. Entre. Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai préparé du thé, du Earl Grey, celui qu'elle aimait enfant. Elle a posé l'enveloppe sur la table entre nous, mais ne l'a pas ouverte. Papa, je ne suis pas venu négocier, ni supplier. Je suis venu. Elle a pris une grande inspiration. Je suis venu m'excuser, vraiment. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Parce que tu méritais des excuses depuis le début. J'ai bu mon thé en silence. Elle a continué. J'ai été horrible, cupide, arrogante. Je prenais tout pour acquis. Ton argent, ton amour, ta patience. Thomas aussi, mais elle s'est arrêtée. Je ne peux pas rejeter la faute sur lui. J'étais adulte, j'ai fait mes choix.
Pourquoi maintenant? Parce que j'ai eu le temps de réfléchir, dans notre nouvel appartement. Un sourire amer. 45 mètres carrés. On entend les voisins se disputer à travers les murs. Le métro ligne 7 fait trembler les fenêtres. Thomas est de plus en plus amer. Il me reproche de t'avoir perdu. De ne pas avoir su te garder sous contrôle. Elle a regardé par la fenêtre vers Paris qui scintillait au loin. La maison de Provence, a-t-elle murmuré. Je rêve encore de la terrasse, de l'odeur de lavande, des cigales l'été. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais que je l'ai perdue, que je ne la reverrai probablement jamais. Et c'est ma faute. J'ai posé ma tasse. J'ai attendu qu'elle me regarde. Gabriel, j'ai quelque chose à te montrer. Je suis allé chercher un dossier dans mon bureau. Revenu au salon, j'ai étalé les documents sur la table. Des actes notariés, des statuts, des parts sociales. La maison de Provence, j'ai commencé calmement, a été transférée dans une SCI, une société civile immobilière. Tu sais ce que c'est? Elle a hoché la tête, livide. Cette SCI possède 100 parts. 25 parts sont à mon nom. J'ai pointé le document. Les 75 autres appartiennent à la Fondation Pascal pour l'enfance en difficulté. Une fondation que j'ai créée spécifiquement en mémoire de ta mère. J'ai laissé l'information s'installer. Quand je mourrai, mes 25 parts iront dans la quotité disponible. Elles reviendront également à la Fondation. Gabriel s'est figé. Ses mains tremblaient légèrement. Ça veut dire que même en héritant de ta réserve héréditaire, 50% de ma succession en valeur, tu n'hériteras jamais du contrôle de la maison de Provence. La Fondation détiendra 75% des parts. Elle prendra toutes les décisions. Location, vente, rénovation, tout. Mais papa, sa voix s'est brisée. La maison de maman, nos souvenirs. Les souvenirs restent avec toi, Gabriel. Personne ne peut te les prendre. Ma voix était douce, mais inflexible. Mais la maison servira à aider des enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas eu la chance que tu as eue, qui n'ont jamais connu le luxe d'un père qui finance leur vie pendant des années. Elle a pleuré, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne faisait aucun bruit. J'ai attendu. C'est définitif, a-t-elle finalement murmuré. Absolument enregistré, irrévocable. Et si on se réconcilie, si les choses changent? Les choses ont changé, Gabriel. Le jour où tu m'as dit de ne plus vous contacter. J'ai ramassé les documents. Tu auras ta réserve héréditaire, comme le prévoit la loi. 50% de tout ce que je possède, en valeur monétaire. Mais le contrôle, la décision, ça je l'ai donné à ceux qui le méritent. Elle s'est levée, chancelante. Je dois y aller. Gabriel. Elle s'est retournée à la porte. La lettre, tu ne me l'as pas donnée. Elle a regardé l'enveloppe sur la table, puis moi. Ça n'a plus d'importance. Tu as déjà tout décidé. Laisse-la quand même. Elle a hésité, puis a hoché la tête, et est partie. J'ai ouvert l'enveloppe après son départ. 3 pages, une écriture tremblante, des excuses sincères, une reconnaissance de ses erreurs. Aucune demande, aucune négociation. Juste, je comprends maintenant, papa, et je suis désolé. J'ai replié la lettre lentement. Dehors, Paris brillait dans la nuit de décembre. Les lumières de Noël clignotaient le long des Champs-Élysées au loin. La justice était rendue, complète, définitive. Et quelque part, sous la satisfaction, il y avait une toute petite fissure. Mais pas de regret. Jamais de regret. Janvier 2026. Les premières semaines de la nouvelle année sont arrivées avec leur lot de résolutions et de nouveaux départs. Pour moi, c'était plutôt la conclusion d'un chapitre long et pénible. Je n'avais plus eu de nouvelles de Gabriel depuis cette visite de décembre. Thomas, par contre, avait essayé de me contacter via LinkedIn, bloqué, par email, spam, par courrier recommandé via son avocat, retourné avec la mention « Aucune obligation légale de répondre » signé par Maître Beaumont. Leur situation, d'après ce qu'Antoine avait entendu par le réseau social parisien, qui est étonnamment efficace,
s'était stabilisé dans la médiocrité. L'appartement du 19e, les disputes conjugales, Thomas qui reprochait à Gabrielle d'avoir perdu la poule aux œufs d'or. Gabrielle qui réalisait lentement qu'elle avait épousé un homme qu'il aimait, surtout pour son accès à mon portefeuille. Moi, je vivais ma meilleure vie. Un mardi matin de fin janvier, je suis parti pour la Provence. Mon chauffeur, oui, j'avais décidé de m'offrir ce luxe avec l'argent économisé, m'a conduit vers le sud. 6 heures de route à travers la France hivernale. Les vignobles nus, les champs endormis, le ciel d'un bleu parfait au-dessus de l'autoroute. La maison de famille se dressait au bout de l'allée de cyprès, exactement comme dans mes souvenirs. Pierre dorée, volets bleus. Lavande endormie attendant le printemps. J'ai ouvert la porte, ma porte, et l'odeur m'a accueilli. Bois anciens, herbes de Provence, histoire. J'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape 2005. Un vin magnifique, complexe, avec cette profondeur que seuls les grands millésimes possèdent. Je me suis installé sur la terrasse, emmitouflé dans une couverture, regardant le soleil descendre sur les collines. C'est là, dans ce moment de paix absolue, que j'ai reçu un message. De Gabrielle. Court. Papa, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que Thomas et moi, on se sépare. Ce n'est la faute de personne d'autre que nous-mêmes. Je commence une thérapie. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé là. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches. Je t'aime. Gabrielle. J'ai lu le message 3 fois. Puis, je l'ai relu encore. Quelque chose dans le ton, la maturité, l'absence de manipulation, m'a touché. Je me suis levé et je suis allé dans ma cave. Tout au fond, derrière les grands crus et les millésimes précieux, il y avait une section spéciale. Des bouteilles que j'avais gardées pour des occasions qui ne viendraient peut-être jamais. Un château Margaux 2000, l'année de naissance d'un projet que Gabrielle et moi avions eu, créer notre propre petite cave ensemble. Le projet n'avait jamais abouti. La bouteille était restée, je l'ai emballée soigneusement, pas de carte, pas de message, juste la bouteille et une adresse, celle de son nouvel appartement qu'Antoine avait mentionné. Le lendemain, je l'ai envoyée par coursier. Je ne savais pas si elle comprendrait. Le Margaux 2000, notre projet avorté. Le symbole d'un avenir qui aurait pu être différent. Mais c'était mon message. Le passé reste le passé, mais il n'est pas effacé. Les souvenirs restent. Les portes ne sont pas verrouillées à jamais, juste fermées pour l'instant. 3 jours plus tard, j'ai reçu une photo par message. Gabrielle, assise dans son petit appartement, la bouteille devant elle, intacte. Le message disait simplement « Je la garde précieusement, pour le jour où je la mériterai vraiment. » Merci, papa. J'ai souri. C'était la bonne réponse. Les semaines ont passé, la vie a continué. J'ai voyagé, Bordeaux, Bourgogne, même la Toscane. Ma collection de vins s'est enrichie. Mes amis et moi avons organisé des dégustations somptueuses. Antoine a même rencontré quelqu'un, une veuve charmante qui partageait sa passion pour les châteaux neufs. Fin janvier, assis dans mon appartement parisien avec vue sur les Invalides, j'ai fait le bilan. Gabrielle avait perdu Thomas, l'appartement, les voitures, l'accès facile à l'argent. Elle avait perdu le contrôle de la maison de Provence. Elle avait perdu beaucoup. Mais peut-être, elle avait gagné quelque chose de plus précieux, une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui comprendrait la valeur des choses. Quelqu'un qui ne tiendrait plus rien pour acquis. Et moi, j'avais gagné ma dignité, mon respect de moi-même, la preuve que l'amour paternel n'est pas synonyme de faiblesse. Que poser des limites n'est pas de la cruauté. J'avais utilisé la loi française, cette belle construction juridique qui protège les enfants, mais aussi les parents. La réserve héréditaire pour la protéger. L'usufruit pour garder le contrôle. La SCI pour assurer un héritage moral, pas seulement matériel. Tout était légal, tout était juste, tout était mérité. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais entendu leur enfant unique leur dire « ne nous contacte plus » avec la froideur d'un télévendeur qu'on congédie. La justice n'est pas toujours douce, mais elle est nécessaire. Je suis assis sur mon balcon, Paris s'étend devant moi, magnifique et indifférente. Un verre de Sancerre à la main, un blanc frais, parfait pour une fin d'après-midi d'hiver
qui sent déjà le printemps à venir. Ma vie est belle, ma vie est à moi, ma vie est exactement ce qu'elle devrait être. Et si un jour Gabriel frappe à nouveau à ma porte, plus mature, plus sage, vraiment changé, peut-être que je lui ouvrirai. Pas pour annuler ce qui a été fait. Les documents restent, la fondation reste, la justice reste. Mais pour partager un verre de ce Margot qu'elle garde, pour parler de sa mère, pour lui raconter comment son grand-père faisait son propre vin dans cette même cave provençale. Les portes ne sont pas verrouillées, juste fermées. Et seul le temps dira si elles s'ouvriront à nouveau. En attendant, je savoure chaque moment, chaque vin. Chaque coucher de soleil. La vie est courte, autant la vivre dignement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.